présentation. Donc on a plaisir à vous voir très nombreux ce soir. Je dis à notre conférencier, c'est la plus grosse fréquentation de l'année autour de la flore du département. C'est effectivement la dernière conférence autour de notre exposition L'homme et le végétal. Donc c'est l'exposition qui est à côté dans nos murs jusqu'en avril 2014. Pour ceux qui n'auraient pas déjà vu l'exposition, on vous propose des visites guidées de cette exposition ce week-end, ce dimanche à 15h et 16h30. Voilà, ce sont des visites qui durent 1h15, des visites guidées. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous pouvez venir dimanche après-midi découvrir l'exposition. Alors, j'avais dit lors de la dernière conférence que je vous annoncerai les conférences du cycle 2014. Donc, pour le cycle de conférences 2014, on retourne après plusieurs années plus orientées patrimoine naturel à un cycle historique. On va valoriser des recherches autour de nos fonds et on aura une conférence autour de notre nouvelle exposition. Donc, la prochaine exposition après celle-ci sera sur 1814 dans les Landes. Et on va commencer donc le cycle de conférences 2014 par une conférence de Serge Laurent, que j'ai aperçue ce soir, je crois, sur l'accueil et la vie des réfugiés orinois dans les Landes en 1939-1940. Ensuite, Jean-Michel Bujas, le 8 avril, nous fera une conférence sur Marianne au cœur de la mêlée montoise. Donc son propos, c'est d'expliquer les relations entre rugby et politique à Mont-de-Marsan de 1890 à 1914. Ensuite, nous aurons la veille des Journées européennes du patrimoine, le vendredi 19 septembre, une conférence sur Peindre les Landes, donc par Monsieur Sargos, Jacques Sargos, sur la représentation de notre département à travers les œuvres d'art. Et on finira le cycle de l'année prochaine par une conférence autour de la nouvelle exposition, qu'on aura ouverte à peu près au même moment. Donc la conférence aura lieu le mardi 18 novembre, et c'est Jean-Paul Escalette qui vous parlera des grognards à Napoléon, les cuisines de l'Empire. Voilà. Donc par rapport à tout ça, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites, c'est peut-être le cas sur notre système de e-mailing, vous pouvez nous laisser votre adresse email à l'accueil et on vous enverra avant chaque conférence un programme. Donc maintenant, je vous ai donné toutes ces informations. Pour la conférence de ce soir, donc je tiens à remercier chaleureusement Thierry Gatelier, notre collègue de l'environnement, d'avoir accepté notre proposition de faire une conférence à la suite du travail qu'on a mené donc depuis, on se disait tout à l'heure, 3 ans, donc avec Thierry et ses collègues de la direction de l'environnement, autour de l'exposition L'homme et le végétal. Donc c'est la direction de l'environnement qui a élaboré avec nous la dernière partie sur les thématiques, l'impact en fait environnemental du végétal dans le département. Et ce soir, donc, il va évoquer la flore sauvage à partir de nombreuses photographies. Donc j'ai eu la chance la semaine dernière de voir son diaporama. Il y a beaucoup de clichés. Il va vous présenter le paysage landais. Donc je vous souhaite bonne conférence et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc en introduction, je voudrais tout de suite remercier l'équipe des archives départementales d'avoir donné la parole à des naturalistes. C'est pas très très souvent, mais c'est pour nous une très très belle occasion de parler de la nature et en particulier aujourd'hui de la flore. Voilà, donc merci à toute l'équipe des archives. En introduction, peut-être rappeler les missions du Conseil général en matière de préservation de la nature, du patrimoine naturel. Donc je rappelle que dans chaque département de France, maintenant, une taxe est instituée sur les permis de construire, qui s'appelle la taxe d'aménagement. Et cette taxe vise à compenser l'impact paysager et naturel des constructions en permettant d'acquérir des sites naturels et de les gérer de façon à les conserver et évidemment de les ouvrir au public. Donc voilà l'essentiel des missions que recouvre la politique en matière d'espace naturel sensible du Conseil général. Donc évidemment, au cours de ces différentes missions, on est amené à collecter des données sur la faune et la flore du département. Et je vais pouvoir vous en retransmettre ici une partie. Voilà, donc s'il y a des questions plus précises sur les missions du Conseil général en matière de préservation de la nature, évidemment, tout à l'heure sur la discussion, on pourra y répondre. Alors, voici le plan de l'exposé qui vous est proposé. Une introduction, quelques définitions pour bien poser le cadre de la présentation. Et ensuite, en 3 parties, une présentation du territoire landais, des modifications qui ont été apportées par les différentes activités humaines, et ensuite une présentation photographique basée sur des promenades
au cours de laquelle on pourra constater que le patrimoine floristique landais est encore remarquable, voire exceptionnel. Le vidéo est un petit peu bas, il a mangé juste le... Ou alors c'est l'ordinateur peut-être. Voilà. La notion de patrimoine naturel, juste pour rappeler que c'est une notion qui ne fait pas consensus aujourd'hui, malheureusement, peut-être. Il y a encore pas mal de discussions sur cette notion, sur le fait que ça soit un patrimoine, ou alors est-ce que c'est simplement une ressource, des ressources dans lesquelles on peut piocher comme on le souhaite. Donc cette notion n'est pas du tout partagée aujourd'hui au niveau national, européen, mondial. Ça reste encore des choses à discuter et certainement à défendre. Une autre notion sur le fait que ce patrimoine naturel, contrairement peut-être au patrimoine bâti, c'est un patrimoine qui se transforme, tout simplement parce que les paysages sont soumis à des variations climatiques, à des variations liées aux activités humaines, et que des régions qui ont pu être plutôt couvertes de prairies peuvent être successivement couvertes de forêts. Des régions dans lesquelles il y a pu y avoir beaucoup de zones humides peuvent se retrouver plutôt terrestres. Enfin, voilà, donc un patrimoine qui n'est pas figé, qui évolue. Et ça, on a pu le constater depuis très très longtemps. Donc forcément, de patrimoine naturel, on arrive à se poser la question de savoir ce que l'on voudra transmettre. Donc l'idée qu'on est finalement de passage ici et qu'on est à un moment donné en prise avec un certain patrimoine. Voilà, qu'est-ce qu'on voudra plus tard transmettre aux générations qui vont suivre. Rappeler également que les activités humaines sont très prégnantes sur la végétation et sur la flore en particulier, et que dans notre pays, il reste très très peu de milieux naturels intacts ou indemnes de toute activité humaine. Et que, de ce fait, la responsabilité par rapport à la préservation de ce patrimoine est quand même difficile de désigner une seule responsabilité ou un seul niveau de responsabilité par rapport à ce patrimoine. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces points-là. Encore une fois, s'il y a des questions, on pourra y revenir après. Ici, quelques définitions qui vont permettre de comprendre la présentation photographique qui va être faite après. L'idée, c'est que la flore est perceptible à plusieurs échelles. La plus large, c'est le paysage. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. En dessous du paysage, on a l'échelle de l'écosystème, qui est un ensemble de végétation qui ont, du point de vue écologique, des points communs, des besoins communs. Alors je suis désolé pour les décalages de projection. L'échelle en dessous de l'écosystème, c'est la communauté végétale. Donc là, on a des ensembles de plantes qui croissent strictement dans les mêmes milieux, qui ont les mêmes affinités. Donc on appelle ça des habitats naturels ou des communautés végétales. Et ensuite on a la plante, l'individu plante, que tout le monde connaît également, qui constitue l'échelle de base. Donc plante et paysage, c'est deux niveaux de perception qui sont partagés par la plupart des gens. Entre les deux, on a deux autres niveaux qui sont moins évidents, moins perceptibles. Et évidemment, là on reste à l'échelle d'un département, mais si on sort du département, il y aurait d'autres niveaux plus vastes que le paysage que l'on pourrait définir. Donc pour illustrer ça un peu mieux, je vous propose un exemple concret. Vous avez sous les yeux un paysage de prairies humides avec une mare et en arrière-plan quelques alignements d'arbres, des haies ou des petits bosquets. Si on regarde cette vue avec un œil de botaniste, on peut isoler des plantes, comme par exemple
cette plante jaune qui est fleurie ici, qui est la Jussie. On peut isoler effectivement un arbre indépendamment, mais si on veut observer l'échelle de la communauté végétale, c'est plus difficile. Donc, je vous propose ici de vous montrer, de vous faire partager une lecture de plusieurs communautés végétales dans cette vue. Donc là, on a une communauté végétale qui est celle des eaux stagnantes, des eaux douces stagnantes, dans laquelle on va retrouver des plantes aquatiques qui ont toutes les mêmes exigences écologiques. De la même façon, on va retrouver ici des herbiers, de plantes également aquatiques, mais qui supportent l'exondation, qui sont dénommées amphibies, donc des communautés amphibies. Ici, c'est une plante exotique, une grande assez élevée. On a une autre communauté amphibie ici, que l'on appelle gazon, qui sont des communautés beaucoup plus rases, beaucoup plus basses. On en a une autre ici, qui est d'un niveau topographique un peu plus haut. Et pour finir, on a ici un petit coin d'une autre formation, d'une autre communauté végétale, composée de plantes beaucoup plus hautes, de caresses. Donc voilà comment, à partir de plantes isolées, on peut déceler des communautés végétales qui vont constituer ici donc un écosystème qui est, dans le cas particulier, l'écosystème des prairies inondables du bord de l'Adour. Voilà. Alors là, l'échelle du paysage ici n'est pas tout à fait perceptible, dans le sens où cette photo est un peu trop resserrée. Il faudrait s'élever un petit peu depuis un arbre pour pouvoir montrer l'échelle de paysage. Voilà, donc toutes les présentations qui vont venir dans la troisième partie vont se faire sur cette base-là. Donc on partira d'un paysage que tout le monde connaît, et petit à petit on redescendra jusqu'à l'échelle de la plante pour aller observer des choses qui sont fortement méconnues pour la plupart des habitants de ce département. Voilà, je vais passer maintenant à la première partie pour vous donner quelques éléments qui démontrent que le département landais est vraiment un territoire original, que notre situation n'est pas tout à fait commune. Le premier élément, c'est certainement ce contexte de plateaux sableux, de vastes plateaux sableux, qui proviennent donc d'épandages liés au vent sur des époques pas très lointaines, époques à climat beaucoup plus froid et beaucoup plus venteux. Donc on a un recouvrement de sable qui occupe plus d'1 million d'hectares, donc c'est vraiment considérable, sur des épaisseurs de 10, 15, 20 mètres. Donc c'est vraiment exceptionnel. Évidemment, ce territoire il est occupé également traversé par des rivières. Donc on va pouvoir avoir une diversité de zones naturelles vraiment très différentes. Au sud de ce grand plateau sableux, on a toute la zone des coteaux du sud Adour. Produits d'érosion du massif pyrénéen qui se sont accumulés là au cours des millénaires, avec également des réseaux hydrographiques assez complexes. Et évidemment, la présence d'un fleuve, un fleuve encore sauvage, comme il en reste peu en France, du moins sur sa partie moyenne, du cours moyen, avec un fleuve qui arrive encore à divaguer et à faire sa vie un peu comme il l'entend. Au niveau climatique, c'est très intéressant également, puisqu'on est principalement un territoire sous influence océanique, mais il faut savoir qu'on a également des influences climatiques liées au massif pyrénéen. On a notamment cet effet de fun que tout le monde connaît bien, ces vents très chauds qui occasionnent à certaines périodes des températures très élevées. Et évidemment, on a la fin d'une influence climatique méditerranéenne qui est plutôt en essoufflement à l'est de la vallée de la Garonne. Donc elle est moins importante, mais elle est quand même existante aussi. Et donc, du point de vue écologique, on retrouve également des éléments méditerranéens sur le territoire landais, aussi curieux que cela puisse paraître.
rappeler ou dire fortement que le littoral aquitain est un haut lieu d'endémisme biologique. Alors endémisme, ça veut dire qu'on trouve sur le littoral aquitain et également sur le massif landais des espèces animales et végétales qui n'existent que là, à l'échelle de la planète. Donc ça c'est quand même très important. Certaines plantes, si vous voulez les voir, il faudra venir dans les Landes, elles n'existent nulle part ailleurs. Voilà. Bon, en France, évidemment, le domaine méditerranéen est un domaine d'endémisme beaucoup plus important que le domaine atlantique ou aquitain, mais il est quand même bon et juste de le rappeler. Voilà, et donc en répétition, hein, donc le cas du fleuve Adour, qui est quand même un joyau. En France, on compte quand même très très peu de fleuves qui ont encore cette capacité de changer de lit et de divaguer. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces éléments-là non plus. Par rapport aux activités humaines, bon, rappelez que c'est depuis le néolithique que l'agriculture s'est installée dans notre région, donc c'est il y a 7500 ans environ, et que les défrichements liés aux besoins des semis ont commencé à cette époque-là, et que petit à petit, au cours de l'histoire, les espaces agricoles ont lentement augmenté en superficie. Bon, ça c'est assez commun à d'autres régions françaises. Dans les Landes, on a quand même un projet qui est apparu au XIXe siècle, qui est tout à fait unique, qui a consisté en une mise en valeur d'un territoire absolument immense, plutôt occupé par des zones humides, très très pauvres du point de vue agronomique, et qui a permis de transformer un territoire plutôt ouvert et humide en un territoire plutôt forestier et nettement beaucoup plus terrestre que ce qu'il n'était. Plus tard, là on est dans l'après-Seconde Guerre mondiale, et c'est une des caractéristiques qui sont communes à toute l'Europe de l'Ouest. La mécanisation agricole a permis d'achever l'implantation de surfaces agricoles dans une optique vraiment productiviste, et on a pu cultiver des espaces qui étaient difficilement cultivables à l'époque. L'aménagement du territoire est l'autre facteur très important qui explique les changements de nature des paysages et du territoire landais, l'urbanisation, les infrastructures. Même si on n'a pas de grandes agglomérations dans les Landes, on a quand même 2 agglomérations moyennes, et puis en position rétro-littorale, des agglomérations qui s'étendent peu à peu et qui finissent par faire par endroits des cordons plus ou moins longs. Donc pour illustrer ce phénomène, je vous propose un graphique qui présente l'artificialisation des sols en France. Donc là vous avez des chiffres par année. L'artificialisation des sols, c'est la construction, c'est les routes, c'est les zones commerciales, les zones d'aménagement. L'idée qu'il faut retenir, vous avez 7 années qui sont présentées ici. Depuis les années 2000, tous les 7 ans, on artificialise en France l'équivalent d'un département. Voilà, c'est considérable et ça explique pour beaucoup les modifications qu'on peut constater tous les ans. Voilà. Jusqu'aux années 2000, on consommait un département tous les 10 ans, et là on constate une accélération nette, puisqu'on passe à 1 tous les 7 ans. Les plantes allochtones, donc ça c'est un gros mot qui veut dire des plantes qui ne sont pas spontanées dans notre région, qui ne sont pas issues de nos paysages, de nos écosystèmes, qui ont débuté évidemment dès l'Antiquité avec l'introduction des céréales et toutes les plantes qui sont venues avec, mais surtout à partir du XVe siècle, de la découverte des Amériques. On va voir que c'est également un facteur très très important par rapport à la régression, à la disparition des espèces indigènes, j'allais dire autochtones. Donc sur la flore locale, il y a
principalement 3 catégories de plantes qui ont subi les facteurs qui ont été présentés précédemment. Tout d'abord, la flore des moissons, donc une flore qui était très très riche, très diversifiée jusqu'aux années 50 et qui a subi un phénomène de raréfaction vraiment drastique. Bon, vous avez ici des courbes qui présentent les rendements des principales céréales. Donc on démarre à gauche en 1862, où on est à 10 quintaux hectares, et dans les années 50, on est au pied de la côte, et les rendements commencent à monter, et en 2007, on est rendu à plus de 100 quintaux hectares. Donc évidemment, ces gains en productivité agricole sont directement la cause de la disparition de tout le cortège de plantes messicoles qui existait en France. Donc messicoles, excusez-moi, c'est les plantes des moissons, des terrains cultivés. Les prairies humides, une autre catégorie de plantes qui a énormément régressé. Ici, un graphique qui présente la superficie toujours en herbe dans les exploitations agricoles de France. Donc le graphique part d'une base 100, alors il n'y a pas d'unité, mais une base 100 en 1992. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas les données à partir des années 50, puisque ce serait à peu près la même courbe, enfin inverse de celle qu'on a vue précédemment. Et on voit que depuis l'année 1989, la superficie des parcelles toujours en herbe, donc des prairies naturelles, décroît très très rapidement en France. Donc évidemment, tout ce cortège de plantes a dû se débrouiller soit pour occuper d'autres espaces, soit a simplement disparaître. Et évidemment, le flore des eaux douces. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos régions d'Europe de l'Ouest, ce sont les écosystèmes d'eau douce qui ont subi les plus fortes atteintes et qui connaissent les plus fortes dégradations. C'est vraiment là qu'on retrouve toutes les espèces animales et végétales les plus sensibles aux facteurs de disparition. Donc là, vous avez un graphique qui présente l'évolution de la qualité des eaux superficielles. Donc on n'est pas dans les aquifères, on est vraiment dans les ruisseaux, les rivières, en France, sur le critère de la concentration en nitrate. Voilà, donc on démarre à gauche dans les années 70 et pour arriver à la fin des années 2000-2006, on a également la même courbe qui se profile et qui indique donc une modification considérable de la qualité des eaux superficielles. On va passer à la partie 3, où donc on va commencer à examiner le patrimoine floristique landais. Je voulais juste présenter cette carte, qui est la carte des hauts lieux de biodiversité, qu'on appelle parfois les hotspots en anglais. Donc ce sont les lieux de la planète dans lesquels on a plus de 1500 espèces endémiques. Alors 1500 espèces floristiques endémiques, c'est-à-dire qui ne poussent que à Madagascar, que en Nouvelle-Zélande, que en Espagne, et pour lesquels les habitats ont régressé de façon très très importante. Voilà. Tout ça pour expliquer que, par exemple, la forêt équatoriale africaine, qui est ici, on a la même plus à l'est, sauf qu'à l'ouest, elle est vraiment menacée par le phénomène de déforestation. Donc pour revenir à notre territoire, le territoire aquitain ne se trouve pas dans un haut lieu de biodiversité mondiale, contrairement au littoral méditerranéen par exemple. Toutefois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre territoire abrite des espèces strictement endémiques au département des Landes, que vous ne verrez nulle part ailleurs sur la planète. Donc, même si les enjeux à l'échelle mondiale sont relativement faibles ici, ils ne sont pas nuls, ils sont bien réels. Donc pour finir avec la partie un peu raide de l'exposé, quelques données chiffrées pour situer ce patrimoine floristique. Donc on évalue à 2000 espèces
la flore sauvage landaise. Donc c'est une évaluation par rapport aux presque 5000 de la France continentale. Bien évidemment, là, on n'a pas les espèces des départements d'outre-mer, hein, sinon on ne serait pas à 5000. Ça, c'est juste la France métropolitaine. Donc 2000 espèces, c'est pas rien. C'est pas non plus considérable, mais c'est pas rien. 20 espèces endémiques. Alors dans ces endémiques, il y a les endémiques strictes, qu'on ne trouve que dans les Landes, et les endémiques un peu plus larges, qu'on va trouver par exemple dans d'autres départements de la façade atlantique ou dans quelques régions du nord-ouest de l'Espagne. Voilà. Donc sur les 107 espèces en France, il y en a 20 dans les Landes. 78 espèces protégées, bon, c'est pas neutre non plus, sur les 429 en France. Le nombre d'espèces menacées, il est estimé à 10%. Donc on retombe sur le chiffre de 20. C'est une estimation qui est valable pour tout le territoire national, à peu de choses près. Et par comparaison, avec nos 4900 espèces autochtones, indigènes de France, on a environ 30 000 espèces allochtones. 30 000 espèces qu'on a importées dans notre pays pour des raisons diverses. Sur ces 30 000, il y en a quand même 1100 qui sont naturalisés, c'est-à-dire qui ont réussi à sortir des conditions de culture dans lesquelles on les avait introduites et qui poussent spontanément sur notre territoire. Donc on est à 2 fois plus que la diversité française. Et sur ces 11 000, il y en a 72 qui ont un caractère envahissant. Donc des espèces qui concurrencent du point de vue écologique des espèces autochtones, spontanées, jusqu'à en causer assez souvent la disparition. Voilà. Donc des concurrences au niveau des habitats, au niveau des ressources alimentaires, pour des espèces tout simplement qui n'ont pas de prédateurs, qui n'ont pas d'agents pathogènes et qui peuvent facilement croître dans nos écosystèmes. Voilà, donc ça c'était une diapo chiffrée pour poser un peu le cadre. Donc si vous avez des questions, on pourra y revenir. Je vais faire un petit retour sur les espèces endémiques. Nous avions, à l'imparfait, dans le département, une petite plante qui poussait sur les vases salés de l'océan Atlantique. Alors, dans les Landes, il y a peu d'endroits. Cette plante était présente au lac d'Hossegor. Elle était présente également sur l'embouchure de l'Adour. Elle s'appelle le limonium de Duby. Donc, c'est une petite plante assez grêle, à fleurs blanc-violacées, qui était une endémique stricte du département des Landes et qui a disparu de la surface de la Terre à la suite des travaux qui ont été menés sur l'aménagement du lac d'Hossegor. Donc voilà le type d'enjeux qui peuvent se poser à l'échelle d'un territoire aussi petit que les Landes en matière de patrimoine floristique. Donc cette espèce est disparue de la surface de la Terre, on ne la retrouvera plus jamais. Voilà, maintenant on va positiver un petit peu plus et on va aller regarder ce qu'on peut observer dans notre département. Donc cette présentation va être faite sur la base des 4 grands paysages qu'on a dans notre département. Le littoral aquitain, le plateau sableux du massif des Landes, les coteaux de l'Adour, donc nord sud Chalosse et nord Bas-Armagnac, et également la vallée de l'Adour, qui est quand même considérée comme une entité paysagère à part entière. Dans chacune de ces 4 entités paysagères, on va se rendre dans un certain nombre de lieux et on va, au travers de quelques photographies, visiter ces paysages et examiner des espèces floristiques que vous connaissez peut-être et que j'ai retenues pour cette présentation, qui sont emblématiques, qui sont représentatives. Alors évidemment, la sélection a été très très dure.
J'aurais pu présenter d'autres espèces, évidemment. Malheureusement, je ne peux pas toutes les présenter parce que ça serait quand même très très long. Voilà. Donc à partir de maintenant, on va visiter, sur la base de photos, nos paysages du territoire landais. Alors on commence par les coteaux du Sud. Quand on est au sol, on a l'impression de territoire relativement boisé. Dès qu'on s'élève un petit peu et qu'on profite d'une vue aérienne, on se rend compte que le boisement dans le Sud-Adour est essentiellement le fait de lanières, notamment le long des cours d'eau, le long des coteaux. Mais que réellement, l'espace est majoritairement ouvert. Donc on perçoit des zones de culture, une vigne ici, on perçoit des boisements, des prairies, qui sont des prairies cultivées, fauchées, sur lesquelles on produit du foin. Et puis on perçoit des zones plus floues, plus vagues, qui ne semblent pas être exploitées, qui sont des terrains plus pentus, plus maigres, sur lesquels l'œil averti ira directement se promener pour aller observer une végétation tout à fait singulière. Donc, vue du sol, on a dans le paysage du Sud-Adour des zones de coteaux avec des végétations de prairies qui ont plutôt l'air abandonnées, délaissées, piquetées d'un petit arbuste qui est le genévrier et qui est tout simplement indicateur d'un phénomène de déprise agricole, principalement d'abandon du pâturage. Et c'est précisément dans ce genre d'écosystème prairial de coteaux qu'on pourra observer des communautés végétales tout à fait singulières. Alors ça, c'est peut-être des choses qui sont assez connues de certains d'entre vous. On est sur des terrains qui sont calcaires, qui sont composés de molasse, des argiles riches en calcium, sur lesquels on a une flore calcicole, donc, qui aime les terrains calcaires, qui présente pas mal d'affinités méditerranéennes. Donc, ce sont des coteaux qui sont plutôt orientés sud-sud-ouest, qui chauffent très très rapidement en saison. Et donc, sur ces coteaux, on a énormément d'éléments méditerranéens, floristiques, mais faunistiques également. Donc, un œil avisé a repéré déjà ici des hampes florales d'orchidées, au milieu d'une végétation de prairies. Donc voilà de plus près cette communauté végétale composée principalement d'espèces de type de graminées, mais pas que, énormément de plantes à fleurs également. Donc on voit ici des orchidées, l'orchis pyramidale. On retrouve le genévrier, toujours notre indicateur d'arrêt du pâturage ou de baisse de l'intensité de pâturage. Et dans ces communautés végétales, on pourra observer un ophrys qui est parmi les 30 espèces d'orchidées sauvages qu'on peut observer dans le Tursan ou en Chalosse. L'ophrys abeille, qui est une plante tout à fait remarquable par sa configuration, qui sont souvent des plantes relativement connues du public. En tout cas, rien que le mot d'orchidée attire tout de suite l'attention. Donc voilà l'ophrys abeille, qui est une espèce assez commune en France, et qui s'installe donc sur ces coteaux calcaires, alors qui ne sont pas des coteaux calcaires secs, comme on peut l'observer par exemple dans les Pyrénées ou en Dordogne. Chez nous, ce sont des coteaux calcaires qui sont humides au printemps, qui sèchent à l'été, mais à l'époque de la floraison de ces plantes, on est sur des terrains argileux qui contiennent quand même une humidité assez importante. Donc voilà pour la première promenade. On reste sur cette vue aérienne des coteaux du Sud-Adour et on va maintenant aller s'intéresser aux parties boisées que l'on a donc sur les flancs des coteaux,
Donc c'est des boisements qui sont assez récents, ils sont évalués à environ 150 ans, c'est-à-dire qu'ils sont développés sur des anciennes zones qui étaient vouées avant au pâturage. Mais à partir de 1800, l'élevage a décliné et ces coteaux, peu à peu, n'ont plus été utilisés, ils étaient trop pentus, et donc les boisements se sont développés. En marge de ces boisements, le long de chemins, par exemple, on peut observer des lisières qui comprennent des espèces végétales assez luxuriantes. Donc il y a des petits arbustes, comme le troène vulgaire, comme le cornoulier. Il y a des plantes comme le millepertuis androsème. Et on a, sur ces lisières boisées, un iris tout à fait exceptionnel, qui est l'iris à feuilles de graminées. Donc pour situer son niveau de rareté, il est présent aujourd'hui sur le piémont des Pyrénées occidentales, quelques stations au piémont des Alpes, à la fois en France et également en Autriche et peut-être dans les Balkans. En France en tout cas, si on accepte le territoire hollandais, cette plante est présente dans 15 communes. Donc ça situe un petit peu le niveau de rareté de ce bel iris, qui n'est pas rare dans les coteaux du Sud-Adour, mais qui n'est pas non plus très très commun. Il est encore bien préservé, mais il n'est pas non plus aussi commun que d'autres iris bleus que vous pouvez connaître, notamment l'iris fétide. Voilà pour la deuxième promenade. Troisième promenade, on va aller dans le sud de Dax et on va aller au fond de vallées qui sont des vallées affluentes du Leuil, puis de l'Adour, dans lesquelles il existe encore des ensembles de prairies naturelles tout à fait remarquables. Donc un paysage assez banal, de prairies fauchées, avec sur le coteau des prairies plutôt pâturées, des troupeaux de vaches essentiellement. Donc ça c'est une vue estivale. L'époque qui nous intéresse, c'est le tout début du printemps et le mois de mars, au cours duquel on peut observer des espèces printanières, que l'on dénomme vernales également. Donc sur des prairies qui sont riches du point de vue des nutriments utilisables par la flore, la rivière est juste ici en bordure. Cette rivière déborde régulièrement chaque hiver sur ces prairies, les recouvre, les enrichit en limon. Par contre, ce sont des inondations qui sont de très courte durée. On n'est pas du tout dans les régimes d'inondation qu'on peut connaître dans les barthes de l'Adour et qu'on va voir après. Donc ces caractéristiques font que ces prairies sont humides mais pas trop. Et dans ces prairies subsiste une plante de la famille du lys, qui est la Fritillaire pentade, qui a été retrouvée dans cette vallée au sud de Dax il n'y a pas très très longtemps, qui était déjà assez rare du temps des premiers botanistes au XIXe siècle, mais qui là présente une très très belle population avec plusieurs milliers de plantes. Et c'est vraiment un spectacle superbe au mois de mars, fin mars, d'aller observer ces clochettes roses sur les prairies. Donc voilà, la Fritillaire pentade, on avait fait une petite affiche qui est sur la porte d'entrée, qui avait été distribuée aux communes de ce secteur pour sensibiliser les gens aux enjeux qui pouvaient se poser sur ces prairies qui sont toujours exploitées de façon traditionnelle, c'est-à-dire sans labour, sans semis, sans fertilisant, ou très très peu, et qui sont simplement fauchées ou pâturées. Voilà, la Fritillaire pentade. On va changer de paysage et on va passer sur la vallée de l'Adour. Donc là, on est en amont, on va dire grosso modo dans le tronçon compris entre R-sur-Adour et Mugron. Et on perçoit déjà que le fleuve présente des signes
de divagation. On voit ici des gros dépôts de gravier, de galets. Évidemment, si on fait une lecture du paysage, on aperçoit très très nettement ce qui étaient des anciennes rives, des anciennes berges de l'Adour, il y a plusieurs années ou plusieurs siècles. Voilà, donc ces marques dans le paysage, qui sont souvent des arrondis, sont la trace, les stigmates d'anciens lits de l'Adour. Et heureusement, aujourd'hui, ce fleuve continue à divaguer en partie. Et donc cette dynamique fluviale est conservée. Voilà une vue du fleuve plus proche, avec ces fameux bancs de gravier, et des rives parfois abruptes qui amènent sur des terrasses. Des terrasses composées de gravier et de galets, alors qui sont plus ou moins anciennes en fonction de leur niveau. Donc ici on est sur une terrasse moyenne, et on a juste ici en contre-haut une seconde terrasse, qui est une terrasse haute, qui est constituée de terrains plus anciens. Donc ces terrasses sont composées de sols très très compacts, alors composés principalement de galets, de gravier, quelques sables, très très peu d'éléments nutritifs pour les plantes. Donc on a là des cortèges de plantes frugales qui vraiment ont besoin de très très peu de nourriture. Donc des sols très particuliers qu'on ne retrouve pas sur ces zones ici de gravier et de galets qui ont été remaniés par le fleuve, qui ne sont pas compactés, qui sont riches en limon, en éléments nutritifs. Donc là on est vraiment sur des sols très très différents. Et s'installe sur ces sols ce qu'on appelle des pelouses, donc des végétations rases, clairsemées, composées à la fois d'espèces vivaces et d'espèces annuelles. Généralement d'ailleurs on a des successions, on a au printemps des développements d'espèces annuelles, puis qui sont remplacés en été par des espèces vivaces. Et sur ces pelouses, on a une plante de la famille des rosacées, qui est une potentille, la potentille argentée, liée au fait que le dessous des feuilles est couvert d'un duvet blanc, qui est une espèce tout à fait spéciale à ces milieux. Pour l'anecdote, elle n'est pas signalée dans la flore de La Peyrère, qui date de 1902. Il ne l'avait pas rencontrée. Certainement qu'il avait sous-échantillonné les secteurs de terrasses du Moyen-Adour. En tout cas, elle n'apparaît pas dans sa flore. Donc une espèce qu'on ne retrouvera certainement que sur ces terrasses de bord d'Adour. Alors évidemment, ces terrasses sont parfois reprises par l'érosion du fleuve. C'est tout un jeu de déplacement du cours, d'érosion d'un côté et de dépôt de matériaux de l'autre. Donc ces pelouses, naturellement, sont exposées à un facteur de disparition qui est lié à l'érosion du fleuve, mais on ne pourrait quand même pas considérer que c'est un problème. C'est simplement la nature d'un fleuve sauvage. Donc. Deuxième exemple, dans la vallée de l'Adour, on va cette fois venir au contact du courant pour observer une communauté végétale tout à fait singulière qui se développe sur des dépôts ici de limon, très très riches en vase, et qui sont occupés par une fougère. Donc là on n'est pas sur une plante à fleurs. Donc cette fougère, vous l'avez ici devant vous. On a là un immense gazon de cette marsilée, qu'on appelle aussi trèfle d'eau. J'ai évidemment une photo en gros plan qui montre la fronde. Bon, chez les fougères, on appelle la feuille une fronde. Cette fronde est divisée en 4 parties, quasi symétriques, qui lui a valu donc son nom de trèfle d'eau. Donc une espèce vraiment remarquable, qui subit un déclin très très fort. Heureusement, elle semble avoir un potentiel de conservation assez important au niveau de ses organes multiplicateurs, par exemple. Donc on est souvent désolé par des disparitions locales
Mais on s'aperçoit que 2 km plus loin, elle s'est installée à nouveau et on retrouve une belle population. Donc une espèce qui est en déclin d'une façon générale, mais qu'on espère pouvoir conserver encore longtemps dans la vallée de l'Adour. Bon, elle est pratiquement présente que dans la vallée de l'Adour. Les cas en dehors de cette vallée sont très très rares dans le département. Donc la marsilée a 4 feuilles pour une petite fougère. On descend, on est en aval de Dax. Donc là on est parti sur le cours aval de l'Adour. On n'a plus du tout cette dynamique de dépôt. Bon, même si là on a des dépôts vaseux, on n'a plus du tout ces dynamiques de dépôt de galets et de gravier. On a un cours qui est assez figé. Par contre, on a des débordements qui sont spectaculaires. Localement, et à la faveur du relief et de couches géologiques anciennes composées de calcaire, on a, à la surprise, un secteur de falaise. Donc les secteurs de falaise dans les Landes sont assez rares, vous l'aurez remarqué. Il y en a 3 principalement, le secteur de Roquefort, avec les falaises de la Douze, le secteur de Tercis, ici, et le secteur de la vallée des Gaves, à Sort de l'Abbaye, où on a également un bel ensemble de falaises. Donc voilà un autre écosystème tout à fait particulier, donc des falaises qui sont exposées au nord, très fraîches, très très humides, parfois colonisées par une espèce vraiment, j'allais dire envahissante, vraiment à son aise sur ces milieux-là, c'est le lierre, qui, soit en partant du bas, soit en partant du haut, couvre des pans entiers des falaises, mais sur les espaces de roches nues, il reste de la place pour des plus petites espèces pour se développer. On a notamment ici des petits géraniums qui arrivent sur les petites infractuosités à s'installer, et on a un géranium, donc un géranium vrai, qui est le géranium lumineux, alors qui n'est pas strictement une espèce des falaises, c'est pas une espèce rupestre, mais c'est une espèce qui localement a réussi à se maintenir sur ces falaises. On peut signaler également sur ces falaises la présence d'une espèce montagnarde, l'arabette des Alpes, qui est une plante de la famille des crucifères, qui est bien installée sur ces falaises et qui rappelle les falaises ou les éboulis pyrénéens. Voilà pour une autre visite un peu inattendue du territoire landais. Bon, ces falaises de Tercis devraient être un petit peu plus connues dans la mesure où le site est communal, et certainement que dans les années à venir, il y aura un sentier de découverte qui permettra de visiter à la fois ce secteur du point de vue naturel, du point de vue géologique. Si on va un petit peu plus bas, toujours dans le Bas-Adour, on est ici sur les grandes terrasses alluviales qui sont annexes au fleuve. Donc des territoires plats qui sont entièrement recouverts par les crues de l'Adour lors des plus forts événements pluviométriques. Donc il faut imaginer, ici on est donc sur les barthes de rivières et de Saubus. On a ici un ensemble qui fait 400 hectares, ici encore plus, et parfois c'est un immense lac. Donc ça peut durer de quelques jours à 2 ou 3 semaines. Donc des contraintes écologiques très très particulières, d'inondation, évidemment des apports en limon qui sont très intéressants et qui constituent là à la fois des sols très profonds et très très riches. Sur ces terrasses alluviales et dans les parties les plus humides, on a de façon traditionnelle des zones de pâturage collectif dans lesquelles évidemment il est impossible de faire rentrer le moindre engin agricole
ou forestiers. Donc ces espaces ont été défrichés il y a quelques siècles et sont aujourd'hui entretenus par pâturage. Donc des troupeaux de chevaux, de vaches, anciennement des troupeaux d'oies qui sont devenus beaucoup plus rares aujourd'hui. Là on est sur une vue de fin d'été, où les premières pluies automnales ont déjà commencé à recouvrir les points les plus bas. Évidemment, ces ensembles de prairies ne sont pas complètement plats. Il subsiste par endroits des petites dépressions, des mares, qui ne sont pas du tout des mares creusées par l'homme, mais des restes peut-être de bras de l'Adour qui ne sont pas comblés complètement. Donc là, on a des milieux tout à fait particuliers qui sont complètement inondés l'hiver ou le printemps, qui sont pleins d'eau à la fin du printemps, au début de l'été, et qui au cours de l'été s'assèchent. Et sur ces bordures qui se découvrent, ces bordures exondées, on peut observer une plante tout à fait exceptionnelle qui fait partie de la famille des Alismatacées. Alors dans cette famille on a le plantain d'eau, qui est une plante plus connue. C'est une rare famille de plantes à 3 pétales. Donc si vous observez un jour une plante à 3 pétales, vous serez dans cette famille des Alismatacées. Et là on a l'étoile d'eau, nom donné à cette plante dont le fruit est composé de 6 divisions parfaitement symétriques qui composent une étoile. Donc voilà la feuille en forme de lance de flèche sur un terrain gorgé d'eau et qui s'est peu à peu exondé avec les chaleurs de l'été. Voilà, une plante vraiment très rare aujourd'hui, qui est une des plantes qui a vraiment régressé dans notre département. Cinquième et dernière promenade photographique dans la vallée de l'Adour. Alors là, on est carrément sur le bas Adour maritime, tout à fait au sud, avec un cours de l'Adour très très large. Là, il n'est plus du tout question de divagation, le cours est parfaitement fixé. On peut percevoir qu'on a des variations du niveau d'eau qui sont liées tout simplement à la marée, ici. On a des eaux qui sont saumâtres, donc plus ou moins saumâtres en fonction de l'éloignement avec l'océan. Et sur ces berges qui se découvrent à la marée, s'installent des communautés végétales tout à fait singulières, ici composées d'un roseau, qui est le phragmite, qui n'est pas la seule, mais qui est une des espèces assez communes et qui parvient à vraiment bien s'implanter sur ces zones. Et au sein de ces roselières, ou au niveau de trouées dans ces roselières, il existe une grande ombellifère, qui est une angélique, qui est une endémique, alors pas stricte du département des Landes, puisqu'on en retrouve également dans l'estuaire de la Garonne, de la Charente et de la Loire, mais qui est vraiment une endémique du littoral aquitain, atlantique et sud Vendée, qui est l'angélique à fruits variés. Alors là, je vous ai présenté une vue de la fleur fanée, tout simplement parce que peut-être le seul moyen d'être sûr qu'on a affaire à l'angélique à fruits variés, c'est de l'examiner à l'automne, à l'époque où les fruits sont formés. Le principal critère de distinction est sur les fruits. En floraison, ça donne une floraison d'ombellifère assez classique, avec tous ces rayons qui partent du centre et qui donnent naissance à des petits glomérules de fleurs. Donc voilà l'angélique des estuaires, ou l'angélique à fruits variés. Voilà pour l'Adour. On va passer à la Haute-Lande. Donc une vue de la forêt
du massif forestier, avec des zones de grande culture, des routes, des pistes, et ici des clairières vraisemblablement humides ou très humides. Alors évidemment, ce paysage, vous le connaissez certainement, celui des lagunes de Haute-Lande, donc qui se sont installées sur ce plateau sableux, qui sont vraiment des milieux très originaux. Pour la petite histoire, l'hypothèse la plus probable de la formation de ces lagunes, ce sont des lentilles de glace qui se sont développées dans les dépressions du terrain lors des derniers épisodes glaciaires. Donc ces lentilles de glace ont eu une croissance excentrique et en se développant vers l'extérieur, elles ont en surface repoussé le sable. Donc elles ont en quelque sorte creusé un petit peu, surcreusé ces dépressions dans lesquelles elles étaient déjà installées. Donc c'est cette forme ovale qui suggère l'origine glaciaire. Bon, il faut dire que ces paysages existent encore aujourd'hui au Groenland. Des milieux similaires se forment encore aujourd'hui. On appelle ça des pingos. Mais les études géologiques ont conclu à cette hypothèse qui serait la plus probable. Et donc, au gré des réchauffements climatiques et donc de la période que nous connaissons aujourd'hui, ces lentilles de glace ont fondu, ont laissé la place à une dépression, et grâce à la présence ici d'une nappe phréatique très très proche de la surface, la nappe phréatique affleure et remplit ces dépressions. Donc l'eau que l'on voit ici, elle est présente partout autour, sauf que ici, comme le terrain s'effondre, la nappe phréatique affleure. Voilà. Mais ce n'est en aucun cas un ensemble étanche et qui fonctionne séparément du contexte du massif landais. Donc les lagunes étaient des éléments du paysage très communs avant les grands travaux de mise en valeur de la lande. Aujourd'hui dans le département, il en reste environ 400, ce qui est très très peu par rapport à ce qu'il y a eu. Et sur les 400, évidemment, il y en a très peu qui sont dans un bon état de conservation, comme ici. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez parlant qui permet d'observer également la répartition concentrique des végétations autour de la dépression. Voilà. De même que quand la lagune va s'assécher, on a des végétations qui vont se développer en ceinture concentrique, du coup, vers le centre de la lagune, et non pas vers l'extérieur, comme on peut observer les autres. Donc voilà une vue du sol de ce que peut être une grande lagune. Donc ça, c'est vraiment la plus grande dans le département, elle fait près de 6 hectares. Donc ici, en contexte forestier, la forêt est tout autour. Une autre lagune en contexte de lande rase. Donc là, on est dans le camp militaire du Poteau. Si on passe la photo en noir et blanc, on est complètement sur les photos d'Arnaudin du milieu du 19e siècle. Voilà, donc ce paysage existe encore aujourd'hui, du fait notamment des incendies qui se propagent dans le camp du Poteau liés aux exercices de un plan d'eau qui est d'espèce plutôt annuelle. Ici, en situation, il y a quelques semaines de bord de plan d'eau, on a des végétations qui sont vivaces, composées d'une graminée, ici, une agrostide. On trouve également un héliocharis. Et avec ces deux plantes, on a une autre espèce endémique du sud-ouest de la France, qui est cette petite ombellifère, qui s'appelle le faux cresson de Thore. Donc vous avez là les petites fleurs blanches, et ici les feuilles, composée de petites lanières très, très étroites. Donc j'ai une seconde photo où la plante est plutôt isolée dans le contexte environnant, où on profite davantage de la finesse des fleurs. Bon, cette plante mesure vraiment 4-5 cm de haut, c'est vraiment une toute petite plante. Voilà, donc encore là, un enjeu de conservation très très fort. Alors au niveau des lagunes,
et on la retrouve également sur les zones humides du littoral. Sur les lagunes, je voulais vous présenter également une deuxième plante qui est la seule station française de cette petite plante de la famille des primevères, qui est un mouron. Donc c'est une plante rampante qui pousse sur les zones de bordure des lagunes notamment, qui ont été exondées, où l'eau s'est retirée. Donc il reste aujourd'hui une lagune sur le littoral, enfin proche du littoral, où subsiste cette plante. Bon, on la retrouve dans quelques autres endroits d'Europe et de la planète, mais vraiment très très peu. En tout cas pour la France, c'est la seule station connue à ce jour. Donc ça c'est le mouron à feuilles charnues. Alors grâce aux vues aériennes de l'IGN, on peut avoir une belle photo du camp militaire du Poteau. Donc ça renvoie à la photo de la lagune que je vous ai montrée précédemment. Donc pour indication, il y a 10 km entre la bordure est et la bordure ouest. Donc ça fait 13 000 hectares, c'est immense. Tout autour, on est en contexte forestier et de culture intensive de maïs ou d'autres cultures. À l'intérieur, on est à la fois sur des zones boisées, terre maritime, et des zones de landes qui sont entretenues soit volontairement, soit accidentellement par les incendies liés aux activités militaires. Donc voilà les paysages de landes basses qu'on peut observer, avec évidemment les bruyères, l'ajonc nain qui fleurit en jaune. Donc la communauté végétale qui nous intéresse ici, c'est une communauté qui se développe sur des sols moyennement humides, très pauvres en nutriments, puisqu'on est sur des sables quasiment purs, avec très très peu d'éléments organiques. On a ici une bruyère, la bruyère à cilier. La graminée que vous voyez là, c'est la mollinie, vraiment omniprésente dans les zones humides du massif landais. Et ici, vous pouvez détecter, pour ceux qui ne sont pas trop loin, la gentiane des marais. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un ail, qui est l'ail des bruyères, qui est une autre espèce endémique du sud-ouest de la France et du nord-ouest de l'Espagne, qui est un magnifique ail qui se développe à l'automne, avec ses grappes de fleurs blanches. Donc c'est une plante que vous pourrez observer parfois sur des longs de fossés routiers. On peut encore en trouver certaines petites populations ça et là, mais vraisemblablement c'est une plante qui a énormément régressé puisque son habitat était la lande humide. Aujourd'hui les surfaces en lande sont quand même faibles. Toujours dans le massif landais, on va s'intéresser maintenant à ces ensembles d'habitations et notamment ces espaces ouverts qui étaient souvent maintenus à proximité des maisons, qui étaient souvent des zones de pâturage proches, qui sont couvertes par ici aussi des pelouses, donc d'autres végétations rases, clairsemées, sur des sols presque composés de sable pur, très très maigre, et des sols relativement haut perchés par rapport à la nappe phréatique. Donc là on est vraiment sur le pôle sec de la Haute-Lande. Souvent c'est un peu le parent pauvre dans les milieux naturels de Haute-Lande. On pense tout de suite aux zones humides et on oublie qu'on a également encore quelques zones de pelouse ou de landes sèches qui sont vraiment exceptionnelles. Donc sur ces communautés végétales, on a là aussi, comme sur les bords de l'Adour, des superpositions ou des remplacements de flore d'annuelles printanières qui fanent très tôt en saison, puis remplacées par d'autres végétations estivales. Et dans ces communautés, donc ici on peut reconnaître peut-être la petite oseille rougeâtre, qui est vraiment omniprésente sur les pelouses sèches.
Et on a encore, ça et là, vraiment quelques localités dans tout le massif des Landes de Gascogne, une linéaire tout à fait spéciale à ces communautés végétales, qui est la linéaire effilée. Donc voilà un gros plan d'une plante de la famille des Scrofulariacées, avec un long éperon qui contient parfois du nectar, mais pas toujours, et des pétales qui sont soudés en haut, en deux, en bas, en trois. Donc voilà une espèce vraiment exceptionnelle pour notre territoire de Haute-Lande. Quatrième visite en Haute-Lande, on va s'intéresser maintenant à la vallée de la Leyre, un élément très structurant dans le paysage de la Haute-Lande, avec ce qu'on appelle une forêt-galerie ou une ripisylve, donc des boisements qui accompagnent le cours d'eau, qui se développent le long de la vallée, principalement sur le versant, sur chaque versant de la vallée de la Leyre. Donc là, une vue hivernale de cette vallée, avec des marais qui se développent en pied de coteau, en pied de versant plutôt, pas de coteau. Donc le plateau est ici en haut, la Leyre est à côté, et on a latéralement des marais comme ça, qui sont peut-être des anciens lits de la Leyre aussi, hein, qui sont restés à nous. Et dans ces marais, on a parfois des développements de tourbières. Donc les tourbières chez nous, ce sont des milieux acides, plutôt pauvres en éléments nutritifs pour les plantes, plutôt composés à base de mousse, qu'on appelle les sphègnes, mais sur lesquels on peut avoir d'autres espèces vraiment intéressantes. Donc ces milieux sont assez périlleux pour le botaniste, parce que souvent ce sont des radeaux qui se développent sur un plan d'eau, et évidemment on peut très facilement transpercer le tapis de mousse et se retrouver dans l'eau jusqu'au cou si le plan d'eau est un peu profond. Donc pour les plus téméraires, si on s'approche un peu, on a ces communautés de mousse que sont les sphègnes, avec la Molinie, qui est toujours la graminée qu'on a vue tout à l'heure, hein. Une autre potentille, qui est ici la potentille tourmentille, qui pousse dans les zones humides. Et ce que je voulais vous montrer, c'est parmi ces sphègnes, une espèce qui est peut-être la plus singulière, qui est la sphègne de Magellan. Alors elle porte ce nom parce qu'elle a été décrite en Amérique du Sud. Donc c'est une mousse qu'on retrouve dans quelques points de la planète, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, le nord de l'Asie aussi, mais toujours dans des conditions de climat humide, froid. Donc la question c'est pour l'Aquitaine, quelle est la pérennité de ces espèces chez nous, sachant que le climat froid n'est peut-être pas garanti pour très longtemps. Parmi le patrimoine floristique, on a aussi des mousses qui ne sont pas des espèces spectaculaires, mais qui méritent tout autant que les autres, qu'on y prête un petit peu attention peut-être. Alors on attaque la dernière partie, les paysages du littoral, qui sont vraiment les plus célèbres dans notre département, notamment celui qu'on va voir après, qui est au fond là-bas. Mais ici, sur la chaîne des étangs du littoral, on a des paysages vraiment, j'allais dire, célèbres, en tout cas, qui ont été décrits, qui ont été peints, qui ont été photographiés depuis très longtemps. Donc des forêts humides, inondables. Ici, on est au printemps, on voit les sols qui commencent à débourrer. Et parfois, en bordure de ces étangs, on a des pelouses. Donc ici aussi, des végétations très très rases, qui sont vraiment en contact de l'eau, qui peuvent être submergées l'hiver sur les grosses crues, mais juste quelques jours. Et comme on est sur un substrat très filtrant, l'eau disparaît rapidement. Donc on a des communautés donc on aperçoit l'étang, juste là. On a des communautés
végétales qui se développent ici, bon, qui sont plutôt composées d'espèces vivaces. Et parmi ces espèces vivaces, on a cette fois-ci une fougère qui porte le nom d'isoète épineux, qui est une plante très difficile à déceler. Elle est vraiment très très rase, elle se confond vraiment au milieu des autres plantes. Sauf qu'elle ne fleurit jamais, évidemment, puisque c'est une fougère, et qu'au mois de mars, à l'époque où le reste de la végétation n'est pas encore partie, n'a pas encore démarré, on peut plus facilement repérer cette fougère qui est vraiment très très rare. Alors là, on est sur le bord de l'étang d'Orléans. On a probablement une des plus grandes populations françaises de cette isoète. Voilà, c'est plusieurs milliers de pieds qu'on peut observer là. Donc il y a vraiment un enjeu de conservation très très fort. Bon, malheureusement, il y a quelques développements d'activités touristiques autour qu'il faudrait vraiment garantir pour ne pas qu'il y ait trop d'atteinte à ces pelouses. Voilà. Alors je profite de cette présentation de ces bords d'étang du littoral pour vous présenter une deuxième espèce, qui est une espèce beaucoup plus colorée, qui fait partie de la famille des Iridacées, et qui est une romulée, la romulée bulbocode, qui est également une espèce vernale que vous pourrez observer au mois d'avril, mai. Elle est encore assez présente en arrière du littoral, depuis le Born jusqu'aux environs de Tarnos. Elle n'est pas très courante, mais peut-être que lors de promenades, vous pourrez tomber sur cette plante. Bon, voilà, sachez que ça reste quand même... Alors c'est une espèce qu'on trouve également en pourtour méditerranéen, à la fois domaine méditerranéen et domaine atlantique, mais ça reste quand même un élément remarquable de notre flore. Bon, en tout cas, au moins celle-là, elle est élégante, elle est esthétique, elle est plus facile à défendre que l'isoète. Deuxième promenade sur ces grands étangs du littoral. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'écosystème aquatique. Donc vous avez en fond les dunes anciennes qui sont boisées et contre lesquelles l'étang vient buter. Donc sur la bordure ouest des étangs, la berge s'enfonce très rapidement, donc on a des profondeurs d'eau très importantes. À l'inverse, sur la rive est, on a une pente qui est très très douce. Ceux qui fréquentent ces étangs en été pour la baignade savent qu'on peut avoir pied très très loin. Et de ce fait, sur ces pentes très très douces et du fait de la faible profondeur d'eau, on a des communautés végétales vraiment originales qui se développent et qui structurent des pelouses aquatiques, des pelouses submergées. Donc en se rapprochant un petit peu, voilà une vue de ces pelouses où on a ce qu'on appelle des brosses. Donc la pelouse est composée principalement ici d'une espèce qui a des feuilles assez épaisses, assez rigides, plutôt dirigées vers le haut. Et quand on a une vision un petit peu inclinée, on a vraiment cette impression de brosse. Donc ces petites rosettes de feuilles que vous voyez ici, c'est les feuilles d'une plante vraiment magnifique qui est une lobélie, la lobélie de Dortmann, du nom du botaniste qui l'a décrite. Donc cette plante développe une hampe, une tige, qui s'élève au-dessus de l'eau, et la floraison se fait normalement au-dessus de l'eau. Voilà. Et en forme de repos, en forme hivernale ou printanière, on n'observe que les rosettes de feuilles sur le fond des étangs. Donc cette lobélie était présente sur l'ensemble des étangs du littoral landais et aquitain.
aujourd'hui, elle est devenue très très rare. Il reste une petite station sur l'étang blanc. Et il reste encore de belles stations sur l'étang de Cazaux-Sanguinet. Voilà. Mais sur tous les autres étangs, elle a disparu, notamment du fait de l'évolution de la qualité de l'eau. On s'approche de la dernière visite photographique. Voilà, on ne peut pas aller plus loin parce qu'après c'est l'océan, on va être vite limité. Donc un cordon de dunes. Bon, je rappelle, parce que je me suis rendu compte que c'était une information que tout le monde n'avait pas, c'est que ce cordon de dunes, il est artificiel. En tout cas, il est artificiel dans sa rectitude. Avant les travaux de mise en valeur du massif forestier, les dunes s'étaient développées naturellement et avaient probablement des contours beaucoup plus sinueux, beaucoup plus flous. Et les travaux ont consisté à fixer une ligne de dunes parallèle au rivage, destinée à protéger le massif exploité juste à l'arrière. Voilà. Donc ces dunes se sont formées naturellement par l'apport de sable de l'océan, mais la forme rectiligne est purement anthropique. Il n'y a rien de naturel sur cette configuration linéaire. Bon, ces dunes, tout le monde les connaît. On a des versants d'érosion plus ou moins forts, des zones ici qui sont plus ou moins chahutées par les hautes eaux, les hautes marées, lors des forts coefficients, des zones d'apport de sable plus ou moins importants. Donc sur la dune, on distingue deux zones écologiques. La dune blanche, vous avez ici, qui subit des apports de sable réguliers de l'océan tout au long de l'hiver, et à l'arrière, la dune grise, qui est souvent recouverte d'une végétation. Dans cette dune blanche, où les plantes sont obligées de s'adapter à la fois aux apports de sable, c'est-à-dire qu'elles peuvent être à un moment donné recouvertes par 10 cm de sable, donc elles sont obligées d'avoir des mécanismes de développement vertical très très réactifs pour pouvoir faire face à l'élévation du niveau du sable, et également à un phénomène de mitraillage des feuilles par les grains de sable. Bon, on connaît tout ça sur la peau quand il y a beaucoup de vent. Pour les plantes, c'est la même chose. Et évidemment, les cellules végétales des feuilles subissent ces contraintes très très fortes du mitraillage par la mécanique du Dans ces communautés de dunes blanches, alors on a au moins une espèce que tout le monde connaît, c'est le panicaud des dunes, le chardon des dunes, sur lequel on se pique parfois les pieds, qu'on voit ici derrière. On a également le liseron, qui est une autre plante qui doit être, je pense, connue avec sa grande inflorescence blanc-rosé. Et on a tout à fait autre chose ici, une linaire, donc la même chose que celle des pelouses sèches de Haute-Lande. La linaire à feuilles de thym, donc voilà les feuilles de la linaire, et on retrouve la même forme de fleur que tout à l'heure avec un long éperon jaune, donc qui est une autre espèce endémique du littoral atlantique et qui est vraiment bien représentée, notamment dans le sud landais. Donc on a, en termes de responsabilité par rapport à cette plante, un rôle vraiment important au niveau mondial. Voilà, donc cette petite linaire, si vous prêtez attention, vous l'observerez certainement à l'approche de la plage, juste en contre-haut. Elle est quand même assez fréquente aujourd'hui. Bon, voilà la dernière promenade photographique. Je suis à peu près dans les temps. Juste une petite conclusion. Bon, pour souligner que les enjeux en matière de patrimoine floristique dans les Landes sont majeurs, sont vraiment indéniables. La question, c'est de savoir quelle place on voudra bien y accorder dans notre société.
par rapport à des projets qui émanent du territoire. Évidemment, le littoral atlantique est une des destinations aujourd'hui privilégiées pour les gens qui recherchent des nouveaux territoires. Donc on attend une augmentation de population tout à fait importante dans les 20-30 années à venir. Donc cette question-là se posera aussi en matière d'espace réservé à la préservation de la flore sauvage. On a également des activités économiques qui se développent sur le territoire. Et la question sera de savoir voilà, quelle place on peut également accorder à la flore dans ces activités-là. Toujours est-il, cette préoccupation, si elle fait partie d'un choix de la société landaise, nécessitera une stratégie globale. Et on a vu que, peut-être contrairement à la faune, la flore peut se développer sur des espaces très restreints. Donc évidemment, c'est à toutes les échelles géographiques que les enjeux se posent, que ce soit à l'échelle de la propriété privée, d'une famille, on connaît le cas, c'est très fréquent, que ce soit à l'échelle d'une commune, d'une intercommunalité, d'un canton, d'un département. Vraiment un projet de préservation de ce patrimoine ne peut pas se faire à un seul niveau, soit décisionnel, soit géographique. Il faudra vraiment se donner des moyens à une échelle vraiment globale. Voilà, j'ai fini pour m'exposer. Voilà, merci à nouveau beaucoup à Thierry pour cette présentation donc, inédite. Il va la redonner un peu plus tard à Saint-Vincent-de-Tyrosse, je crois. Voilà, il a fait cet effort-là de nous présenter un très beau voyage à travers notre département. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Chevalier, Rionnais, d'adoption, naturaliste de cœur. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présentation, où il y a énormément d'éléments qui m'ont bien intéressé. Je voudrais aussi me présenter en disant que les Landes sont mon pays d'adoption, bien que je sois pyrénéen. J'ai beaucoup aimé aussi les grands espaces du Canada, et je retrouve un petit peu dans les Landes un semblant de ces paysages que j'ai rencontrés là-bas. Il y a actuellement, du côté de Riom, peut-être parce que je connais mieux cette zone, des endroits qui ressemblent beaucoup à ce que vous nous avez décrit. Je parle des lagunes, où j'ai eu l'occasion de trouver énormément des plantes que vous avez citées, dont la fameuse romulée. Je pense qu'elle n'est pas connue, et pourtant il y en a à Riom. Et je voudrais savoir, comme vous êtes au Conseil général, quelle est la politique future du Conseil général pour la préservation de ces zones qui actuellement, il me semble, sont carrément à l'abandon. Bien qu'il y ait des publicités sur les murs, je vois flore des lagunes à découvrir, à connaître, je voudrais savoir quelle est la politique du Conseil général pour préserver un petit peu ces zones-là qui actuellement sont complètement délaissées et qui disparaissent à vue d'œil. Alors ça c'est une bonne question, je vous remercie. Ça me permet effectivement d'introduire un axe qui est développé depuis 3 ans maintenant par le département et qui est constitué d'un programme spécifique sur la conservation des lagunes qui a été développé du point de vue financier avec l'agence de l'eau, puisque c'est un partenaire qui est très précieux en matière de préservation des zones humides, et qui a été développé également avec tous les partenaires forestiers du département, juste parce que les lagunes sont souvent la propriété d'exploitants forestiers.
Et justement, ces zones humides font l'objet aujourd'hui d'un second programme de préservation. Alors évidemment, ça sera difficile de convaincre les propriétaires des 400 lagunes de rejoindre ce programme, mais aujourd'hui, on a d'ores et déjà une trentaine de lagunes qui font l'objet à la fois de diagnostics écologiques, mais aussi d'opérations de restauration écologique, si on peut dire, en tout cas d'attention particulière pour éviter que la végétation de ces lagunes dont vous parlez soit remplacée par une végétation plus banale qui présente de moindres enjeux floristiques. Donc les lagunes, c'est la bonne pioche. On espère au fil des années agrandir ce réseau, ce programme et avoir vraiment une action de conservation efficace. Bon, de l'autre côté, les lagunes sont soumises à des facteurs d'évolution qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple la pluviométrie qui influence directement le niveau de la nappe phréatique, l'évolution climatique aussi. Les espèces qui sont intéressantes dans les lagunes et qui sont présentes là sont plutôt des espèces qui sont plutôt d'un environnement froid, humide. Peut-être que si notre climat se réchauffe comme c'est annoncé, on a des espèces qui vont avoir les plus grandes difficultés à se maintenir. Bon, ça me permet de rebondir sur le fait que c'est peut-être pas si grave. Peut-être que l'essentiel dans ce genre de préoccupation, c'est d'assurer la préservation de ces zones naturelles. Et que, bien évidemment, d'autres espèces pourront bénéficier de ces zones et s'y développer à leur tour. La question qu'on se pose, c'est la rapidité des changements qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc on a l'exemple des espèces allochtones envahissantes qui, elles, prennent très rapidement leur place dans ces écosystèmes. Donc là, on a un enjeu très très important. Mais peut-être que d'un point de vue général, l'enjeu aujourd'hui, il consiste plutôt à se préoccuper de préserver au maximum les zones naturelles. Et ensuite, la nature, il fera ce qu'elle pourra dessus. Mais voilà, que les surfaces au moins ne disparaissent pas et subissent les changements les moins brutaux et les moins brusques. C'est peut-être ça l'enjeu aujourd'hui. Enfin, je me trompe peut-être, mais enfin, peut-être qu'un acharnement à vouloir conserver une espèce dans un lieu, c'est peut-être décalé. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Pas tout à fait. En partie, je vous remercie, mais j'aimerais avoir quelques précisions sur le fait que l'on a une volonté réelle de conservation de ces zones. Et là, bon, évidemment, il ne faut pas absolument vouloir conserver telle ou telle plante dans cette zone, mais ma question était, est-ce qu'on est décidé, oui ou non, à conserver ces zones ? Alors pour les lagunes, oui. Pour les lagunes, je réponds clairement. À l'échelle du département, on est clairement décidé à les conserver. Et la preuve année, c'est le recoupement des enjeux portés par différents acteurs du département qui, au début de ce programme, n'étaient pas du tout partis pour se rencontrer sur ce sujet-là, et que sur le sujet de la conservation des lagunes, on a pu réunir à la fois des sylviculteurs, des communes, des propriétaires privés, des administrations, et que je vous dis, on a un réseau de 30 lagunes qui sont couvertes par ce programme aujourd'hui. Voilà. Après, c'est un peu un travail difficile et de longue haleine. Il y a une question au fond. Oui. Oui. Pour répondre à votre question, je suis Frédéric Lémon, la directrice de l'environnement au Conseil général.
Vous trouverez sur le site internet du Conseil général la présentation du programme de sauvegarde des lagunes landaises. Donc vous avez toute l'explication et les partenariats qui sont en place. Et je vous invite à prendre contact avec le service espace naturel dans lequel travaille Thierry. On pourra aussi vous expliquer ce qui se fait à Riom en partenariat avec la commune pour la sauvegarde des 2 lagunes communales en partenariat avec les écoles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Michel Pestel, vice-président de la Société d'écologie landaise. Je remercie Thierry pour ce qu'il nous a montré sur la flore. C'est vraiment intéressant comme promenade. Nous sommes surtout sur la Fonge depuis 40 ans, la Fonge des Landes. On travaille d'ailleurs en partenariat avec le Conseil général depuis plusieurs années. Et nous sommes également à 2000 espèces de champignons répertoriés dans les Landes. Puis j'espère un de ces jours nous donner l'occasion de faire une présentation comme celle-ci. On est loin de ce que contient exactement la Fonge des Landes, puisqu'il faut considérer qu'il existe à peu près 5 espèces de champignons pour une plante. Donc, théoriquement, on devrait déjà être à 10 000 espèces. C'est pas facile de faire ces inventaires. On travaille depuis l'avènement de Natura 2000 et la publication de la circulaire 92-43 sur la protection des habitats. Il est vrai qu'on travaille beaucoup sur les habitats. On travaille ensemble d'ailleurs. Hein. Et il ne faut pas que les gens s'inquiètent trop. Maintenant, il y a quand même beaucoup de naturalistes qui travaillent à la protection des habitats. C'est quelquefois difficile de faire le joint avec les municipalités ou avec les propriétaires. C'est pas toujours facile, mais en ce qui concerne le littoral, on a l'avantage de travailler avec l'ONF qui, sur le littoral landais, on a une grande chance puisque une grande partie du littoral est en zone protégée par le conservatoire du littoral, et en particulier toute une grande partie de la côte. Et sur ces dunes, on a quand même, dans le cadre de Natura 2000, on a des grands espaces qui sont actuellement préservés. Puisqu'on travaille beaucoup sur la protection des habitats, il est évident que la protection des habitats passe par la protection de certaines espèces qui y sont. Donc à nous, quand on veut préserver quelque chose, de découvrir des espèces qui sont protégées par la circulaire 92-43 de la communauté européenne. Si on trouve ces espèces, on peut toujours protéger. On aboutit toujours à une protection. La France ayant signé la 92-43, les municipalités sont obligées de s'y soumettre. C'est-à-dire qu'on passe pour la protection des habitats et la protection des espèces, on passe au-dessus du vouloir maintenant, et non seulement les municipalités sont obligées de s'y soumettre, mais elles peuvent aussi être l'objet de réprimandes de la part du Conseil de l'Europe, de la communauté, de la Commission environnement du Conseil de l'Europe, et des amendes qui peuvent aller jusqu'à 15 000 € par pied d'une plante ou par espèce protégée, enlevée ou non protégée. Donc il faut faire très attention. On est actuellement quand même sur... le territoire est grand dans les Landes, hein, mais on est assez bien parti depuis 10 ans. Les naturalistes travaillent beaucoup sur tout ce qu'on peut protéger. Bien sûr, c'est très clairsemé maintenant. Hein. C'est plus la grande forêt landaise. On trouve on travaille surtout sur des habitats dits relictuels. Hein, on voit bien ce que ça veut dire. Et puis, voilà. Nous, la Société d'écologie landaise travaille là-dessus depuis 40 ans, mais plus particulièrement depuis Natura 2000. Parce qu'on a eu quand même avec ça un protocole à suivre. On a des protocoles qui sont maintenant assez bien décrits, qui nous permettent de faire des bons inventaires. Voilà mon cher Thierry. Merci Michel. Je propose de prendre une dernière question, madame.
J'en avais deux. Je voudrais savoir si le Conseil général pourrait organiser des sorties botaniques sur le terrain pour faire connaître ces diverses végétations. Alors, dans le cadre de notre politique en faveur des espaces naturels sensibles, on a acquis certains sites naturels que l'on a parfois aménagés avec des sentiers de découverte. Et l'équipe des gardes nature du Conseil général propose annuellement des visites guidées à l'occasion d'autres manifestations nationales ou locales, mais également des visites sur des calendriers qui sont organisés avec les offices de tourisme ou simplement sur des calendriers internes au Conseil général. Donc c'est pas toujours des promenades strictement à but floristique ou botanique. C'est souvent une promenade qui permet de découvrir un milieu, mais on va parler aussi de flore en même temps que de faune, d'habitat naturel, d'activités humaines, d'activités anciennes, d'activités actuelles, et de questions de difficultés de préservation et de gestion des sites. Donc ça, oui, il y a chaque année, chaque été, des visites guidées qui sont proposées sur nos sites. Donc on peut trouver les calendriers en se rapprochant de la direction de l'environnement. J'ai la nostalgie des sorties que tu faisais, qui étaient seulement botaniques. Voilà. Ma deuxième question, dans mon jardin, il y a invasion d'une plante, Sporobolus indicus, la sporopole. Et j'ai remarqué que dans tous les espaces verts de Mont-de-Marsan, elle prolifère également. Est-ce que c'est propre à tous les terrains sablonneux? Oui, c'est une espèce alloctone qui vient d'Amérique du Nord, une graminée que tout le monde connaît. C'est la seule, quand on passe la tondeuse, qui se relève derrière. Elle est très fibreuse, vraiment très... en latin, elle s'appelle Tenacissimus, tellement elle est tenace. Voilà. Donc c'est une espèce qui est très, très dynamique et qui affectionne bien sûr toutes les pelouses sablonneuses, et d'ailleurs elle remplace toutes nos petites graminées des pelouses. On finit par ne plus avoir que du sporobole. C'est vraiment un problème, mais voilà, à l'échelle d'un département, c'est pas gérable. À l'échelle d'une pelouse sablonneuse qui abriterait d'autres espèces remarquables, on peut envisager des opérations d'arrachage, mais à l'échelle... Mais elle est très difficile à arracher. Tenacissimus, Donc, allez, on va prendre une dernière question compte tenu de l'heure un peu avancée. C'est l'occasion de vous dire ou redire que la vidéo sera en ligne dans quelques semaines, voilà, sur notre site internet. Oui, vous nous avez présenté le camp du poteau comme une zone protégée presque. Moi je me pose la question, avec l'agrandissement de la base et donc l'augmentation de tirs sur cette zone-là et les saloperies de toutes ces munitions, que le poteau devienne surtout un centre et une zone de grande pollution dans les Landes. Je pense à la nappe, que je connais bien. Même si elle se déplace très lentement, est-ce qu'il y avait déjà de la pollution sur les exploitations sud du poteau quand les douilles tombaient même sur les bâtiments? J'espère que ça a cessé, mais tous ces terrains sont truffés de douilles, etc. depuis que cette zone est terrain de tir. Donc, est-ce que vous avez un contrôle sur cette pollution? Ou est-ce que l'armée, évidemment, vous interdit le passage et les protections? La réponse est très simple. L'armée fait ce qu'elle veut. Voilà. Alors, parfois, on est autorisé à rentrer dans le camp pour y mener des études et des inventaires. On est super content. Mais après, non, plus sérieusement, il y a effectivement, depuis l'occupation par les Américains, des tas de trucs qui ont été enfouis, on ne sait pas tout ce qu'il y a, on ne sait pas ce que c'est. Enfin,
faut pas peut-être savoir non plus. De l'autre côté, et par rapport à la flore, à la végétation, on n'a pas constaté d'incidence forte avec par exemple l'absence d'une espèce sur ces végétations de landes qui serait très commune en dehors du camp et qui serait absente à l'intérieur. C'est même plutôt l'inverse. On a parfois maintien dans le camp d'espèces qui ont disparu partout autour parce que justement ces espèces, ces milieux ont été entretenus par les incendies en végétation rase. Donc la question de la pollution de la nappe, elle est réelle. Ça, je crois que effectivement les tirs ont toujours lieu, effectivement peut-être de façon plus intensive dans les années à venir. Voilà. Mais bon, ça reste un terrain militaire. Voilà, donc pour conclure, on vous invite à rejoindre le hall, on vous sert un pot et quelques douceurs. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.